bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles internautes, très ravi de vous retrouver sur Keller TV et bienvenue dans ce tout autre numéro, Droit de savoir, qui portera sur la suite de l'affaire Guy Brice Parfait Kolela. Eh bien, comme vous le savez tous ou presque, le verdict sur l'audience en référé sur l'assignation des enfants de Guy Brice Parfait Kolela et leur tante par Nathalie Kolela est tombé. Quelle sera donc la suite de cette bataille judiciaire? C'est à cette question que notre invité du jour va tenter de répondre. Il s'agit de maître Dominique Nkunku. Si vous nous avez rejoints pour la première fois sur Keller TV, je suis Christian Perrin, soyez donc les bienvenus. Merci maître Dominique Nkunku d'avoir encore accepté notre invitation. Bienvenue sur notre plateau. En tout cas, je vous accueille avec beaucoup de bonheur. Vous faites un très bon travail et je vous souhaite la force et les moyens de continuer. Tenez, maître, vous le savez que le verdict sur l'audience en référé est tombé en faveur de madame Nathalie Kolela, qui a désormais l'autorisation de procéder à l'inhumation de la dépouille de Guy Brice Parfait Kolela. Est-ce pour autant la bataille judiciaire s'arrête à ce niveau? D'abord, je voudrais signaler, puisque des personnes m'ont dit, mais maître Nkunku, vous prenez trop le temps dans cette affaire de M. Guy Brice Parfait Kolela, et qu'il n'a pas été la seule victime du régime de Sassou. Sassou n'a pas à tuer personnellement d'autres personnes, des aussi illustres que le docteur Guy Parfait Kolela. Je crois qu'on en parlera. Comment se fait-il que vous prenez beaucoup de temps sur cette affaire? Non. En fait, cette affaire, elle est importante. Elle est importante d'abord parce que nous devons aller jusqu'à la fin de l'impunité. Pour qu'il y ait véritablement restauration de la République, il faut que l'individu retrouve ses droits, que la personne humaine redevienne vraiment sacrée au Congo. Et cela, c'est un combat qu'il faut continuer à mener. La deuxième raison, c'est que Monsieur Kolela a le droit que l'on écrive au moins un épitaphe quand il est né, quand exactement il est décédé et en quelles circonstances. Et les familles, je dis bien les familles, ont le droit d'avoir le sentiment d'avoir accompli ce qu'il fallait accomplir. Il ne faut pas oublier que Nathalie Kolela est une Congolaise. Il ne faut pas oublier que Nathalie Kolela est Vili et que dans ce combat, il ne s'agit pas d'un combat contre Nathalie Kolela. Il s'agit d'un combat qui est un combat pour la vérité. Si la vérité est dans ce que défend Madame Nathalie Kolela, et si nous en sommes tous convaincus, nous applaudirons. Mais si la vérité est encore à rechercher, nous serons toujours là aussi pour être attentifs. Ceci pour préciser qu'il ne s'agit pas d'un acharnement contre une personne, mais il s'agit d'une démonstration de force pour une fois, qu'on ne meurt plus au Congo comme un poulet. Et même un poulet, on justifie quand même pourquoi on l'a tué. Voyez? Donc, cela est très important à dire dès le début. Ces éléments-là sont importants. Mais le troisième point, c'est que le problème Kolela est en fait, je dirais, la véritable faille du système criminel de Sassou. Et donc, non seulement nous avons en face un criminel, mais également sa propre constitution oblige à ce que, même en l'état actuel, oblige à dire qu'il n'est pas président de la République. Mm-hmm. Parce que si on dit qu'il a fraudé, il a l'habitude de frauder. Mais si on dit que les faits établissent que monsieur, vous n'êtes pas président, parce que les élections doivent être recommencées, à ce moment, c'est la règle de droit qu'il a instituée lui-même qui l'oblige et qui oblige la communauté internationale à lui pointer des doigts pour dire que monsieur, vous n'êtes pas le chef de l'État du Congo. Je ne sais pas si vous voyez l'enjeu majeur qu'il y a dans cette affaire. Donc, on va vers l'annulation des élections congolaises. Et donc, on va vers
la pacification de la gestion de la vie politique du Congo. Donc, voilà, c'est pour expliquer pourquoi, depuis que cette affaire, je l'ai prise en main, elle a prospéré et aujourd'hui, elle arrive à devenir une affaire judiciaire. Jusqu'à présent, elle était une affaire d'opinion. Maintenant, on a fait le premier pas dans le domaine judiciaire. Et celui qui vient de se passer, c'est le deuxième pas. Parce que il ne faut pas oublier qu'il y a un juge d'instruction qui a été nommé. Donc, l'affaire est pénale. Le juge d'instruction n'a pas encore pris son dossier en totalité et en main, et le référé n'est qu'une procédure provisoire. C'est une ordonnance provisoire. Donc, ce que je oui, peux mais dire, maître, pendant que vous le dites, oui, c'est vrai que c'est provisoire. J'ai rappelé tout à l'heure que finalement le verdict est tombé en faveur de Madame Nathalie Kolela, et là nous apprenons que la date de l'inhumation est fixée pour le 22 janvier. mais je dirais c'est une précipitation, je dirais, légitime, parce que c'est un combat de vitesse, ainsi de suite. Mais mes confrères qui sont des éminents juristes, mes honorés confrères, certainement, soit-on déjà saisi, on fait appel à cette ordonnance. Et en même temps, je pense qu'ils le savent, et ça, je ne leur ferai pas un affront, mais c'est uniquement les choses vont bien en les disant, que dans le même temps, qu'ils saisissent le premier président de la Cour d'appel. Et cela a deux buts. Le premier but, c'est que en sortant de Bobigny, je ne dis pas par là que Bobigny est inféodé, ce n'est pas cela. Mais l'affaire est quand même arrivée à Bobigny dans un certain contexte, ainsi de suite. Et je pense que la Cour d'appel, les juges de la Cour d'appel auront un regard différent. Je ne dis pas qu'il sera un regard en faveur de la partie adverse, mais c'est déjà une sorte de dépaysement. Le deuxième élément, c'est que la saisine du premier président de la Cour d'appel permet d'arrêter ce qu'on appelle l'exécution provisoire. Parce que, je viens de recevoir le communiqué, quand je lis le communiqué, les personnes se disent, même s'ils font appel, de toutes les façons, l'inhumation aura lieu. Non. Si le premier président constatait, et c'est ce que je me permets de conseiller à mes confrères, c'est de s'appuyer sur tout dans cette sorte d'opposition, je dirais, de conflit judiciaire. Parce que d'un côté, on vient à peine de nommer le juge d'instruction. Et ce juge d'instruction doit travailler sur le dossier et y compris peut-être demander des actes qui ont besoin que le corps soit disponible. Ça ne prendra pas 1 mois, 3 mois, 6 mois. Je pense que dans peu de temps, vu la gravité de l'affaire, le juge d'instruction doit normalement prendre ses fonctions. Mais si le corps est déjà enterré, il faudrait faire une procédure d'exhumation qui est aussi une procédure à part et qui prendra du temps, où il peut y avoir beaucoup d'opposition. Donc, tant que le corps est là, avec les moyens actuels pour conserver un corps, je pense qu'il faudrait que mes confrères puissent rendre sensible la justice à cette intelligence qui est nécessaire pour que le juge d'instruction ne soit pas empêché par le juge des référés de faire son travail. À la limite, on a envie de dire, c'est quand le juge d'instruction va dire que je n'ai plus besoin du corps, que les éléments que j'ai suffisent, à ce moment-là, maintenant, enterrer parfait Kolela, même si l'instruction n'est pas finie, disons, irait de soi. Mais dans l'état actuel, est-ce que l'affaire est clôturée? Non, l'affaire commence. Le véritable combat de Titan commence, parce que c'est titanesque. Et il y a là comme des camps choisis. Moi, c'est vrai que le camp que j'ai choisi depuis le début, c'est celui de la vérité, pour l'intérêt de mon pays. C'est celui de savoir que nous allons laisser, vous comme moi, à nos enfants, une terre pacifiée. Il y a quand même des pays, ou même en Afrique,
où les gens peuvent naître et mourir normalement, sans être toujours angoissés, sans être toujours poursuivis, même à l'étranger. Moi, c'est ça mon combat. Donc, lorsque le docteur Parfait Kolela a été tué, pour moi, il a été tué. J'ai dit qu'il y avait un crime. Et je l'ai déjà dit devant vous, je l'ai démontré. J'ai dit que s'ils voulaient me poursuivre, ils n'ont qu'à me poursuivre, mais je sais qu'ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas, parce qu'ils savent que c'est vrai. Donc, il y a un combat pour la vérité. Ce combat, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, je l'assume, mais il ne s'agit pas pour autant de diaboliser de facto Madame Kolela ou les gens qui soutiennent Madame Kolela. Sinon, j'aurais fait exactement, du moins, ce que j'ai pu voir à Bobigny, que j'ai trouvé horrible, vous voyez. La justice est la justice. Elle peut se tromper, elle peut avoir raison. La raison judiciaire, nous devons la respecter. Surtout qu'on prévoit toujours des voies de recours. Et ces voies de recours existent. Mes confrères les connaissent. Évidemment, Maître Dominique Nkunku, avec tout ce qui s'est déjà dit, on l'avait rappelé d'ailleurs lors de l'édition dernière, le problème sur la date, la cause d'abord du décès, mais là encore le fait que soit intervenu un brigadier, tous ces éléments concourent à prouver évidemment qu'il y a eu crime. Mais je sais également que de part et d'autre, donc les deux parties affûtent leurs armes pour tenter, mais vraiment la manière la plus possible, d'arracher la victoire. Si ceux qui veulent connaître la vérité sur le décès de Guy Brice Parfait Kolela s'activent à mettre tous les moyens en jeu pour y arriver, on n'oubliera pas que de l'autre côté également, de ceux qui pensent qu'il faut vite enterrer. Alors, ma question était de savoir, est-ce que telles que les choses sont parties, parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est maintenant que les vraies choses vont commencer, la vraie bataille démarre maintenant là. Est-ce qu'il est possible qu'on arrive à ce que cette affaire soit classée comme affaire d'État, si jamais les politiques s'ingéraient? Mais déjà, ils s'ingèrent, ça. je sais qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Non. C'est une affaire criminelle. Et surtout dans le cas d'espèce, elle a déjà été suffisamment, c'est même pas médiatisé. Elle est dans le réseau. Elle est dans le réseau. Elle est dans j'ai envie de dire le réseau judiciaire, dans les canaux judiciaires. Non, ça va pas être classé. Par contre, ça va demander beaucoup d'énergie, ça va demander beaucoup de force. Et peut-être aussi, ce que les Congolais n'ont pas l'habitude de faire, c'est pas seulement soutenir verbalement, mais peut-être qu'il faut constituer un fonds pour que les avocats qui travaillent, souvent bénévolement, puissent avoir de quoi vivre. Vous comprenez ce que je veux dire, voyez? C'est-à-dire qu'en fait, commencer à avoir, c'est peut-être la première fois qu'on va avoir un vrai combat judiciaire, vous voyez? Mais dans ce combat judiciaire, il faut créer des fonds. Il faut être réaliste. C'est un combat où les avocats vont travailler. Il y a des avocats qui sont en tête, mais peut-être il faudrait un pool d'avocats. Il faut qu'il y ait un pool d'avocats qui puisse les soutenir. C'est pas, vous savez, nul n'est, je dirais, c'est pas nul n'est parfait, mais l'idée c'est que chacun a toujours besoin des autres, voyez. Il faudrait qu'on apprenne aussi, même entre avocats, entre juristes, quel que soit le statut, et non pas toujours se dénigrer, mais au contraire apprendre à travailler ensemble. Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'on sera efficace. Mais j'insiste beaucoup sur ce côté pragmatique. Souvent, on n'a pas ce côté pragmatique, vous voyez. Un sou, c'est un sou dans un combat pareil. C'est un combat à long terme. Par contre, c'est un combat, évidemment. Oui, maître, vous disiez que c'est un combat à long terme. Est-ce pour autant, maintenant, certaines ONG peuvent s'impliquer, notamment les ONG de défense des droits de l'homme, comme dans l'affaire Kabyle? Mais certainement, mais il faut savoir que, par exemple, dans l'affaire Kabyle a pris une dimension internationale, vraiment internationale. Parce que d'abord, moi, j'avais pris le dossier, et puis deuxièmement,
j'ai écrit un livre autour de ce dossier. La plupart des dossiers que je traite, j'écris toujours un livre. Et souvent, ça devient comme un outil de communication. Parce que même qu'on appelle ça, les ONG et les organisations de justice, il faut les approcher, il faut les intéresser, il faut leur expliquer le bien fondé. Vous voyez, donc il y a tout un travail préalable qu'il faudrait faire, mais c'est pas impossible puisque c'est quand même un crime énorme, c'est un crime évident, c'est un crime grave. Et je crois que si les Sassois avaient imaginé une seconde ce que va devenir cette affaire, peut-être qu'ils auraient, je sais pas s'ils auraient pris le risque de le tuer comme ça. Ils auraient peut-être fait comme Monsieur Mokoko ou les autres, les mettre en prison pendant un moment et puis sortir glorieusement pour dire allez, on a libéré Kolela. Vous voyez, et puis là aussi, je me suis posé des questions, je l'ai dit, puisque j'aime toujours cette clarté-là. Je me suis demandé pourquoi est-ce que Kolela a été tué et il n'a pas été en prison. Pourquoi Mokoko n'a pas été tué? Pourquoi, comment ça s'appelle Okomi Salissa, vous voulez dire? Voilà, pourquoi il n'a pas été tué? Est-ce parce que Kolela est un enfant du Sud, un Lari? Je ne sais pas. Tout ça, c'est des hypothèses quand même, plus que des hypothèses. Et il y a quand même des coïncidences qui méritent d'être regardées de très près. Et donc là, on a un problème de la vie politique véritable. Donc, pour dire que les ONG, oui, il faut les appeler, mais il faut leur expliquer. Il faut des outils d'explication. Il faut écrire un livre. Je me rappelle, les éditions Globetrotter avaient lancé le projet d'écrire un livre. C'est une édition canadienne qui est gérée par Madame Malion. Mais elle avait lancé l'idée d'écrire un livre sur Paco. Et curieusement, j'avais été sollicité en tant que comité scientifique, mais on n'a reçu aucun texte sérieux, aucun témoignage sérieux. Vous voyez, c'est aussi ça. Il faut apprendre à travailler avec les outils qui sont vraiment les outils que tout le monde utilise. Depuis ce temps-là, certainement, c'est pas où on est ce projet, mais le livre serait déjà sorti. Et si le livre était sorti, ça permet de discuter. On ne connaît pas toutes les ONG. Dans l'affaire Kabyle dont vous parlez, on est soutenu, nous sommes même intervenus auprès des parlements, tels que le Parlement espagnol, ainsi de suite, vous voyez, mais ça demande un réseautage extraordinaire. Et l'affaire, la matière, elle est là. Par contre, apprendre à travailler de telle façon qu'on ait quelque chose à communiquer, démontrer que, parce que le pouvoir sur place utilise tout l'argent du Congo pour faire la diffamation, pour mentir un peu d'une certaine manière. Mais j'ai envie de dire, ça fait plus de 40 ans, nous subissons cela. Mais moi, je veux que ça s'arrête maintenant. Mais maintenant, il faudrait que les Congolais travaillent. Au moins ceux qui ont été proches de Guy Parfait, Kolela, qu'ils puissent témoigner. Yuki, qu'ils puissent témoigner. C'est l'occasion plus que jamais. On nous disait qu'avant, on attend 40 jours et puis après, on va communiquer, on va faire. Mais 40 jours sont passés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien. Vous voyez, vous voyez ce que je veux dire? C'est que tout à fait. Le combat demande de l'engagement, du courage. Le combat demande du travail. L'affaire Kabyle, quand je l'ai portée jusqu'à présent, c'est des jours et des nuits. Hein. Vous ne dormez pas, vous travaillez jour et nuit. Le livre que vous connaissez, je l'ai écrit en 15 jours, mais il fallait le finir. Et parce que j'avais de la matière, parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait, vous voyez. Donc, le Congolais... Mais est-ce que, pendant que vous le dites, maître, vous vous êtes rapproché à l'équipe dirigeante de Yuki? Non, je ne veux pas porter le jugement en disant qu'ils n'ont pas collaboré. Ce que j'ai dit, c'est qu'on n'a pas l'habitude de l'écriture. Et c'est une tradition. Je pense que la volonté de collaborer est là, mais il y a aussi des peurs. Il y a aussi des peurs qui existent. Moi, je ne suis pas là pour dire allez-y, mais simplement, je sais que l'initiative a existé. Et je sais que Madame Malion avait même créé comment on appelle cela, un groupe hommage à Parfait Kolela. Je crois que c'était cela. Et finalement, ça s'est étiolé, parce que
Après, c'est devenu la propagande des uns et des autres. Mais la démarche préalable, c'était de rendre un hommage à Parfait Kolela, donc de recueillir les textes pour pouvoir les publier. Il y a cette maison d'édition, l'avantage gérée par une Congolaise, donc elle connaît les problèmes aussi du Congo. Mais il y a aussi, je suis directeur de collection à l'Harmattan, on peut aussi publier. Donc c'est simplement un appel au courage. Un appel au courage, et ce que je dis là n'est pas du tout une manière de jeter le feu dans quoi que ce soit ou de jeter la pierre, mais ils sont au courant. Ils sont au courant, je pense. Alors, maître, je sais que vous avez aussi la casquette de politique. Hein, c'est là qu'on parle un peu de cette affaire qui est encore judiciaire, mais parlons un peu politique. Pourquoi est-ce que, selon vous, bien entendu, la France n'est jamais intervenue dans cette affaire? Pourtant, on a vu la France en train de menacer la Russie sur cette affaire de l'opposant russe, au point même de menacer, donc, comme je l'ai dit, la Russie des sanctions. Et curieusement, sur ce qui s'est passé au Congo, un opposant meurt le jour même de l'élection présidentielle. Son corps se trouve aujourd'hui pratiquement 9 mois sur son territoire. Non, la France fait comme si rien ne s'est passé, alors que nous savons également que le Congo, c'est quand même un partenaire historique pour la France, que ce soit politiquement, économiquement ou sécuritairement. Je pense que la France a une position très difficile au regard des intérêts que ça soit un peu nimbé de la France, au point où la France a parfois le sentiment que sans Sassou, je dirais, le Congo n'existe pas. C'est l'effet que crée, la dernière fois, je vous avais dit que Sassou, c'est la corruption même. Et le phénomène de corruption crée des comportements qui sont difficiles à quantifier. Mais la vérité est que j'avais posé la question, une fois on avait été invité à l'Élysée, j'avais posé la question en disant, mais alors, pourquoi est-ce que la France ne parle pas? Et il est resté dans ce qui peut être le secret diplomatique, hein, je ne vais pas plus loin, que la France penserait même à traire le Congo en justice. C'est un peu, comme on dit, dans les brouillons de la République. Mais c'est là qu'intervient aussi une autre chose. Souvent, on n'a pas le courage de demander à ce qu'un État comme la France soit attrait en justice. On peut la traire en justice. On peut la traire en justice. Et les voies existent. Les voies existent. Parce que, comme vous dites bien, il s'agit d'un Français. Sur ce point, on m'a dit oui, mais il est intervenu dans son propre pays. N'empêche, c'est quand même un Français. Il ne s'agit pas de juger son action politique, mais il s'agit de pouvoir justifier le fait que ce Français a été tué dans des conditions particulières. Et puis, comme vous disiez très bien, ce pays a quand même accueilli un cadavre. En fait, on lui a fait porter un cadavre qui n'aurait pas pu être sur le territoire. Donc, je crois évidemment, c'est la question qui me vient. Comment est-ce que la France a pu autoriser cela? Est-ce qu'on peut penser que finalement, la France ne savait pas que c'est un cadavre qu'on transportait dans son territoire? Lorsqu'on voit d'ailleurs les images qui ont circulé dernièrement, on voit bien comment, est-ce qu'il faut l'appeler par passion, je ne sais pas, mais Guy Brice Parfait Kolela est dans un sac à cadavre. On voit bien les images. Et lorsqu'on observe, il suffit d'agrandir les images pour constater que même le respirateur qui était placé à côté n'était pas en marche. Il y a bien des éléments mais vraiment concordants, qui prouvent que finalement, le monsieur est mort depuis Brazzaville. Comment imaginer que la France n'ait pas été au courant que c'est un cadavre qu'on transportait vers la France et ne pas l'accepter? Et je pense, M. Perrin, qu'en fait, comme l'affaire commence, il y a une possibilité d'attraire la France à la procédure. Il faut attraire la France à la procédure. C'est-à-dire que tout n'est pas que politique. On peut obliger la France à s'exprimer. Surtout que l'affaire pénale, la partie pénale va venir. On va demander à la France de pouvoir être partie à l'affaire. Parce qu'on peut obliger quelqu'un qui n'est pas au début dans une affaire à
intervenir dans c'est ce qu'on appelle une intervention forcée. Et je crois que les personnes qui se battent pour la vérité, elles ont tout ça comme possibilité de travail. Et il ne s'agit pas de laisser la France comme cela, mais il s'agit de rappeler à la France sa grandeur. Sa grandeur, pourquoi beaucoup quittent leur pays pour prendre la nationalité française. C'est pas seulement, c'est pas parce qu'il y a des avantages matériels, mais parce que c'est quand même le pays des droits de l'homme. Et je crois que dire cela à la France, ce n'est pas du tout faire affront à la France. La France, ce n'est pas un chef d'État, ce n'est pas, je dirais, c'est toutes les institutions. Donc, je crois qu'il faut savoir que cette affaire ne fait que commencer. Ne fait que commencer. C'est vrai, je vois Sassou qui venait là, cherchant à faire un selfie avec Macron, se battant. Tout ça, ça montre bien que si un jour la France dit allez, au revoir Sassou, ben, il va peut-être se pendre. Il va peut-être se pendre. Et là, c'est peut-être l'occasion, justement, pour obliger la France à prendre des positions. Parce que ce cadavre de Kolela, même les images dont vous parlez, elles apparaissent maintenant. Il ne faudrait pas savoir que chaque fois qu'il y a un avion qui est en déplacement, surtout que ça sort, c'est les voies les plus, qui paraissent les plus officielles, par lesquelles c'est sorti de la France, par le Congo, donc ça peut rouler comme ça peut. Mais sauf quand c'est arrivé au Bourget, c'est là qu'on a constaté qu'il y avait un cadavre. D'où l'intervention de ce brigadier, vous voyez, dont je vous ai parlé la dernière fois. En fait, la France est intervenue. C'est la France qui nous a alertés, qui m'a alerté, moi, en tant qu'expert, à dire que c'est un cadavre qui est venu. Mais c'est des codes, il faut les comprendre. Alors, maître Dominique Kunku, on va donc plonger directement dans la politique. Si jamais c'est un crime, c'est un assassinat tel que vous le soutenez, pour quel intérêt donc Denis Sassou Nguesso aurait-il assassiné Guy Brice Parfait Kolela, sinon l'éliminer physiquement? Est-ce pour, bien entendu, ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui, sa succession par son fils, Denis Christel Sassou Nguesso, ou bien c'est pour toute une autre raison? Je crois qu'il y a beaucoup d'orgueil dans l'acte de Sassou. Sassou s'est cru la personne qu'on ne peut pas contester. Or, la démarche, très subtile, en fait, beaucoup de gens n'ont pas bien saisi. La démarche très subtile de Kolela, c'est d'avoir pris conscience à un moment déterminé que son destin se jouait, qu'il ne s'agissait plus de vivre sous l'ombre de Sassou Nguesso, comme le père les avait légués, il les avait laissés. Mais il s'agissait là d'affirmer, c'est-à-dire de devenir, c'est pas seulement un opposant légal, sinon le plus légitime que Sassou. Et c'est cela, après, qui était insupportable pour Sassou. C'est cela qui a été déclaré insupportable par Ayessa. Vous vous rappelez le fameux discours de Ayessa? Tout à fait. Donc, je dirais, là, c'est la notion d'orgueil. Et d'ailleurs, j'ai des éléments pour l'instant qui ne sont pas encore assez constitués, qui semblent dire que Sassou l'aurait tué personnellement. Mais c'est-à-dire parce qu'il y a un déplacement là qu'on ne comprend pas bien. Selon les éléments qu'on a, Kolela est à Sécurex, hein, c'est bien cela, on est d'accord là-dessus. Et Sécurex, vu que le garçon qui a fait la promotion de Sécurex a eu beaucoup de fonds du Congo. Il a même, je crois, créé beaucoup d'autres antennes Sécurex, pas seulement à Brazzaville. Donc, à Sécurex, il y a tous les moyens. Pourquoi est-ce qu'on l'a envoyé au CHU? C'est disproportionné. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Qu'est-ce que le pauvre CHU, le CHU, vous y mettez même une mouche, elle va mourir. Vous comprenez? Mais pourquoi est-ce qu'on a mené un homme du rang de Kolela, si on voulait vraiment le sauver, on l'a mené au CHU. Et dans quelle chambre il était? Pourquoi on l'a mis dans une chambre individuelle? Et pourquoi Sassou est allé là-bas? Maître, vous êtes en train de nous apprendre que lorsque Guy Brice Parfait Kolela a été transporté au CHU, c'est-à-dire de Sécurex au CHU, on a donc placé dans une salle et que Denis Sassou Nguesso s'y est rendu personnellement, c'est cela?
C'est ce que je dis. Et là aussi, si je mens, qu'il apporte la version inverse, avec des preuves. Et comme c'est dit d'un avocat, un avocat ne parle que lorsqu'il a des preuves. Et surtout qu'on m'explique, ne fût-ce que dans la logique du raisonnement. Vous êtes malade, vous êtes dans l'établissement le plus sûr du pays. Ça devait aller directement de là-bas en France. Pourquoi est-ce que il a fallu que l'on l'emmène coller là au CHU? Comme j'ai dit, mais il n'y a rien de plus sale. Il n'y a rien de plus sale. Si on faisait des statistiques là-bas, je crois qu'à plus de 60%, les gens qui y entrent, ils meurent. En fait, on y va pour mourir. Mais comment un homme comme ça, on a pu l'amener là-bas? Et puis à l'inverse, le fameux avion qui devait ramener directement Kolela en France. On dit qu'il est allé jusqu'à Oyo. Pourquoi? Pourquoi? Expliquez-moi tout cela. Moi, je ne cherche qu'à comprendre. Si on veut la vérité, faisons l'option de la vérité. Débattons sur la vérité. Comprenons que c'est fini les poches cachées, vous voyez, les poches d'ombre. Le Congo n'a jamais évolué parce que tout fonctionne dans le mensonge. Tout fonctionne dans la semi-vérité, dans ceci, cela. Mais comment se fait-il qu'on quitte Sécurex? Et rien que cette question, je voudrais avoir une réponse. Je voulais que Sécurex me réponde. Vous êtes un établissement le plus sûr du Congo. Mais cet homme, c'est quand même pas le paysan, c'est pas de Swanké, de ceci, de cela. Cet homme qui est une des personnalités importantes du temps au Congo, on l'amène de l'hôpital le plus sûr, je dirais, vers l'enfer médical. Mais pour faire quoi? Quel soin? Quel était le soin qui nécessitait qu'il soit là-bas à l'hôpital général? Et donc, maître, vous disiez, oui, évidemment, maître, vous disiez que, vous considérez que c'est un crime. Et moi, je vous posais la question de savoir pour quel intérêt, politiquement parlant. Alors, donc, l'intérêt, le premier élément, disons, Sassou s'est retrouvé avec un véritable opposant qu'il n'avait pas soupçonné. Il n'avait pas soupçonné. Parce que pour eux, Kolela devait faire le figurant, comme beaucoup, hein. Comme beaucoup, moi j'en ai rencontré quand je m'étais présenté aux élections là-bas. J'ai vu des gens comme, je ne sais pas comment il s'appelle, le garçon qui est je crois qu'il est à Marseille comme cela, Nditoukoulou, mais ils étaient financés pour devenir des candidats. Est-ce que vous êtes sûr que... Maître, quand vous le dites, vous avez des éléments, bien entendu, d'appréciation, parce que de toute façon, je suis en face d'un avocat, donc quand vous dites certaines choses, on peut vous croire. Donc, financé par Denis Sassou Nguesso, ses opposants de façade, c'est cela? Mais beaucoup de gens, même Lenny, le Mfila, je ne sais pas comment il s'appelle là, et ainsi de suite. Nick Fila, oui. Mais qui a vraiment fait l'opposition à Sassou? Qui a dit? Moi, quand je suis arrivé là-bas, Sassou était au deuil de son gendre. Mais vous savez, il s'est déplacé exprès. Il a quitté. Parce que là, il s'est senti menacé. Vous comprenez? Là, il savait qu'il y a quelqu'un qui ne voulait pas qu'il continue. Et avec Kolela, c'est ça qui est arrivé. Avec Kolela, c'est ça. Il n'avait pas prévu qu'il y ait un vrai... C'est même pas opposant, mais ça dit, je dirais, pire qu'un rival. Et donc, il fallait le tuer. Mais non, ça, c'est l'élément. Je dirais l'élément d'égo, hein, plus que, vous voyez, l'égotisme. Mais l'autre raison, c'est la raison politique. La raison politique, c'est que Sassou, partout, il a déclaré qu'il veut tout, sauf que le pouvoir aille entre les mains de Larry. C'est aussi une des questions de la criminalité qui a, dans tout le règne de Sassou, qui a entraîné un comportement grave, très grave de Sassou envers ce que l'on peut appeler les Laris,
ce que j'appelais les terres laries. Oui, mais maître, à ce sujet-là, à ce niveau, à ce sujet, maître, permettez, maître, je vais un peu rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous avez dit que Denis Sassou Nguesso a dit à qui voulait l'entendre qu'il ne veut pas que le pouvoir aille, disons entre guillemets, au sud. Mais pourtant, dans le même temps, il ne veut pas aussi céder le même pouvoir à ses parents dans son clan. On le sent très bien. La preuve, si seulement le pouvoir était du Nord, pourquoi donc avoir arrêté le général Jean-Marie Michel Bokoko, qui devrait le remplacer par des voies normales, légitimes et légales? Pourquoi avoir donc emprisonné André Okombi Salissa? Donc dans tous les cas, on peut penser que c'est une forme toujours de manipulation. Lorsqu'il passe d'un côté, il vous fait savoir que je suis votre défenseur, ceux qui sont en face de vous sont des ennemis, et quand il va de l'autre côté, c'est-à-dire du côté opposé, il dit la même chose. Il y a cette manipulation qu'on sent aussi en cette personne. En fait, Sassou a un rapport au pouvoir. Et le Congo lui a donné l'opportunité, le Congo lui a laissé les portes ouvertes pour tout ce que le pouvoir peut lui apporter. Et donc, c'est ce qui fait que, moi, quand je dis qu'il est un vrai mercenaire, j'ai envie de dire, mon peuple Mboshi s'est laissé piéger pendant 40 ans. En fait, ils sont devenus des marchepieds de Sassou. C'est-à-dire que Sassou veut le pouvoir. Il veut mourir au pouvoir. Sassou veut avoir, lui, le pouvoir, mais pas quelqu'un d'autre. Et donc, quand il manipule d'un côté comme de l'autre, il connaît les gens avec qui il peut travailler. Vous comprenez? Donc, ce qui fait qu'il a créé une sorte de sérail dans lequel il peut jongler. Et avec des gens qui sont sensibles à ça. Le fait de dire, méfiez-vous, ils sont dangereux, méfiez-vous. Même à l'intérieur des Mboshi, il fait le même jeu. Il fait le même jeu. Donc, mais la question était aussi de savoir comment est-ce qu'un patriote, un Congolais au pouvoir, quelle que soit la manière dont il a accédé au pouvoir, peut-il se comporter de cette façon, de cette manière, aussi criminelle, s'il faut le dire? Je pense que Sassou a une peur. Sassou a une peur. Et on m'a parlé, puisque vous savez, plus vous êtes connu, plus vous recevez des confidences. On m'a parlé d'une confidence, d'un propos de Sassou dans une réunion avec Mbongo Omar quand il était vivant. Il avait dit, vous savez, moi si j'arrête à midi, à 2 heures on me met en prison. Et toute la peur de Sassou est là. Sassou sait qu'il a tué. Il le sait lui-même, plus que qui que ce soit. Il a les instincts bestiaux, comme je disais, c'est un possédé, je vous l'avais dit. Mais il y a des instincts bestiaux, mais il y a une conscience du danger dans lequel il navigue. Il navigue de manière constante. Et donc, dans ce danger-là, il peut tuer et il ne peut que tuer. Je ne sais pas si vous me comprenez, voyez. Je me rappelle, j'en discutais avec notre confrère qui vient de décéder, Jean-Gabriel Senghor. Il disait, mais le problème de Sassou, c'est que il ne sait pas par où sortir. Peut-être que c'est l'occasion de lui dire, écoute, Sassou, moi, Kunku, je te demande de sortir de ce piège dans lequel tu t'es enfermé toi-même. Laisse le peuple congolais se construire. Démissionne de ton poste. Démissionne. Et qu'on trouve d'autres solutions. Est-ce qu'on peut comprendre que c'est cette peur qui, finalement, l'a poussé à s'entourer d'un article dans la Constitution congolaise, l'article 96, qui fait pratiquement la promotion du crime, c'est-à-dire on a hissé le crime, disons, le délit, comme une valeur républicaine, voilà, parce que lorsqu'on dit qu'il ne peut pas être poursuivi pour ses crimes ou délits commis pendant l'exercice de ses fonctions, je crois qu'il y a un souci. Oui. Et d'ailleurs, M. Perrin, vous aurez pu même continuer à lire davantage cet article, parce que cet article renverse
la charge. C'est-à-dire que lui, il ne peut pas être poursuivi, mais si quelqu'un le poursuit, il commet une forfaiture. Commet une forfaiture. C'est-à-dire qu'au fond, vive le crime. C'est-à-dire qu'on est venu au Congo pour l'accompagner et le voir tuer les Congolais. Comprenez? Et cet article, les gens l'applaudissent sans problème, les gens votent sans problème. C'est là qu'il y a un problème d'intellectuels congolais, de politiques congolaises, hein, j'entends. Mais aussi, c'est une insulte à l'intelligence congolaise. Il sait, et il s'est entouré à la fois des gens qui ne sont là que pour le glorifier, il s'est entouré des articles de loi qui fait qu'il a le sentiment qu'il peut tuer qui il veut, et il sait qu'à la sortie, il va se laver les mains, et puis voilà, il va aller, c'est pas au Bénin ou au Nigeria, enfin, n'importe où. Mais comment on peut percevoir ce genre d'attitude où, même à travers le monde, c'est-à-dire à une constitution qui autorise les crimes, voilà, qui permet les crimes? Mais est-ce qu'il y a eu déjà... Vous avez déjà assisté à un vrai débat sur cette constitution? Un débat comme celui que nous avons là? Oui, mais le problème, c'est que moi, je suis un peu étonné de constater que finalement, on peut donner un blanc-seing à Sassou Nguesso de faire ce qu'il veut, parce que cette constitution, nous savons comment elle avait été imposée. À un moment donné, la population congolaise s'était levée pour faire barrage à cela, mais le grand soutien est venu de quelque part. Il faut le citer, de la France. C'est bien François Hollande qui avait dit que Sassou Nguesso avait le droit de consulter son peuple. Et là aussi, je crois qu'il y a une responsabilité de la France dans cette affaire-là. Est-ce qu'elle n'était pas consciente que dans, disons, cette constitution, il y avait un article qui autorisait les crimes? La preuve, c'est qu'après, on s'est permis d'aller tuer des populations entières, on s'est permis de tuer, comme vous le dites là d'ailleurs, on peut tuer qui on veut, et ben parce que on s'inquiétera de rien. Mais je crois que Hollande, et c'est un peu comme beaucoup de chefs d'État qui viennent en France, sont très aveuglés par les avantages que le Congo peut donner. Hollande, on avait créé cette sorte de prise de parole qui n'avait rien à voir avec sa conférence de presse. Et quand il s'est agi de demander à Hollande, puisqu'il y a des gens qui l'ont approché, qui ont dit, mais écoutez, mais comment est-ce que, en tant que socialiste, en tant qu'intellectuel, vous avez donné un blanc-seing à Sassou? Et vous savez, ce qu'il a dit, c'est que il craignait les armes de Sassou. Hollande craignait les armes de Sassou, c'est-à-dire que, pas contre la France, mais contre l'embrasement du Congo. Sassou s'est fait vous voyez, il y a le carcan humain qui sont là pour l'applaudir, il y a le carcan judiciaire, législatif ou constitutionnel que nous sommes en train de décrier, mais il y a aussi le carcan des armes. La plupart des fonds qui auraient pu permettre la prospérité du Congo, Sassou les a utilisés pour l'armement. Et certainement, et je crois que pour moi, jusqu'au fond peut-être même de sa vie en tant que politique, Hollande s'en voudra d'avoir donné cette sorte de blanc-seing. Mais bon, je ne suis pas là pour défendre Hollande. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Sassou, c'est comme vraiment un fou au pouvoir, mais qui est animé par ses propres peurs. Il sait qu'on ne le ratera pas. Il y a un juriste congolais qui est un grand juriste, qui est très mal connu, c'est le maître Bemba, pas le Bemba qui était homme politique, Joseph Bemba, qui a été même qu'on appelle ça, au tribunal sur Rwanda, des choses comme cela. Et il avait dit, il a écrit, je ne sais pas s'il a fait sous forme de livre, mais en tout cas, dans un échange qu'on avait eu, il avait dit en fait, au-delà de la justice, il n'y a qu'un souverain qui peut donner une autre vie à une nation et à un homme, aussi criminel soit-il. Ce souverain, c'est le premier souverain, c'est le peuple. Et je crois que cela, Sassou ne l'a jamais compris. Donc, il est resté dans cette sorte de logique
de pouvoir au bout du fusil, mais tout ça, c'est des choses qui n'ont pas de sens. Même quand il cherche à promouvoir son fils, parce qu'il se dit que ce fils va le protéger de la prison. Mais il n'y a aucune garantie. Et ce fils, personne n'en veut, même au niveau international. Mais ce qu'il doit faire, c'est qu'il vienne au peuple, qu'il dise ce qu'il a fait au peuple. C'est ce qui a sauvé l'Afrique du Sud. La fameuse commission Justice et vérité et réconciliation. C'est cela, c'est ça qui a été fait. Desmond Tutu et Mandela ont fait ce travail formidable. Il faut que Sassou quitte tous ces carcans, tous ces gens qui l'applaudissent tous les jours, tous ces gens qui lui donnent le sentiment que tout va bien, tous ces carcans judiciaires. Cette constitution, c'est un chiffon, plus qu'un chiffon. La preuve, depuis qu'il est là, combien de fois il a rectifié? Combien de fois? En fait, et qu'il arrête aussi, peut-être qu'il faudrait qu'on mette un musée de toutes les armes qu'il a achetées ou qu'on les revende à ceux qui l'ont vendues. C'est pas ça qui va le protéger. Mais ce qui va le protéger, c'est de dire à nous ce qu'il a fait, qui il a tué, où il a mis notre argent, et de demander que nous, en tant que peuple, nous puissions lui pardonner. C'est la seule voie de salut pour lui. C'est la seule. Mais du moment où il s'est entouré de ces articles, nous avons cité le tout premier, c'est le 96. Il y a un autre article aussi, c'est l'article 10, qui fait de sorte qu'on ne peut pas non plus le traduire à une justice internationale. Est-ce que ça peut marcher? C'est plus que l'absurdité. Justement, pourquoi on a créé les statuts de Rome? Pourquoi on a créé cela? C'est pour casser l'impunité. Et ça vise particulièrement les pays africains. C'est que même quelqu'un qui est au pouvoir, on peut le prendre et l'amener à la haie. Ça fait partie des prérogatives de la CPI. Le procureur peut ordonner qu'on prenne Sassou et puis qu'on enferme, disons, immédiatement. Quand on a pris Gbagbo, bon, je suis pas d'accord, hein, je sais que tout cela a été manigancé, mais Gbagbo était au pouvoir. Vous êtes d'accord? Donc, son article 10, c'est le pipi de chat, c'est rien ça. Vous voyez, c'est là l'absurdité et l'ignorance, et je dirais pratiquement l'insouciance, le fait de vivre des illusions. Le monde n'est plus comme cela. La vie internationale est en train de changer. Le procureur qui était là, l'Africaine là, quelquefois, qui jouait un peu le double jeu, a été remplacé par un Anglais. On ne sait pas dans ses œuvres. Moi, j'ai demandé puisque maintenant je suis tellement engagé dans ce problème du Congo, j'ai demandé à une consoeur française qui est là, qui est très déterminée d'ailleurs, à reprendre le dossier La Haye. Mais quand il sera repris, dans quelques temps, c'est pas l'article 10 qui va protéger Sassou. Hein. Ça dit que c'est pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours des fausses voies. Il se met toujours dans des fausses voies. Son salut ne dépend pas de ses armes et qui ont été achetées avec notre argent à nous. Son salut ne dépend pas des articles 96, des articles 10. La preuve lui-même, cette constitution qui a tué et qui a fait couler du sang, il est en train de le modifier, de bricoler de part et d'autre. Donc, ça voit bien que ce n'est pas de ce côté-là. Et son salut ne dépend pas des gens comme Ngolo, comme, comment s'appelle, le président de l'Assemblée nationale, là, Mvuba, et tout ce monde, ou même la France. C'est la même France qui va les jeter en prison. C'est ça le côté cynique des relations internationales. Donc, il n'y a que le Congo où il a vécu, il continue à vivre une vie de véritable mercenaire, où il n'a fait que tuer. Il a tué de ses propres mains le cardinal. Il a tué toutes ces personnes-là. C'est ce pays qui devrait le protéger. Il n'y a que ce peuple qui peut le protéger. Alors, vous êtes en train de dire qu'il a tué de ses mains une certaine, des personnalités religieuses, politiques, et tout ça. Il n'y a jamais eu de procès pour établir sa culpabilité. Mais, oui, mais bien sûr, c'est cela. C'est-à-dire que, puisque quand il a fait tout cela,
il a pris le pouvoir après. Et étant au pouvoir, il n'y a aucun magistrat qui ose se lever pour dire c'est toi le criminel. Et tout ça, c'est dû à quoi? Même les magistrats ne peuvent pas se lever. Pourquoi? Quelle raison? Moi, je crois que il y a beaucoup de raisons. Il y a la plupart de ces gens, surtout au Congo, c'est des gens qui sont dans des loges qu'il a fabriquées, qui se ressemblent plus à la sorcellerie qu'à des loges de réflexion. Et, souvent, ils ont des rituels dans ces lieux-là. C'est les mêmes qu'on retrouve ministres, qu'on retrouve ceci. Donc, du coup, il n'y a pas une liberté de jugement. Vous voyez, des propos comme ceux que nous tenons, même s'ils sont tenus de l'étranger, c'est exceptionnel qu'on les tienne. Vous êtes d'accord avec moi? C'est exceptionnel. Donc, du coup, les gens fonctionnent dans la peur. Deuxième élément, il y a eu des gens, je crois que ça doit être le premier président de la Cour d'appel de Brazzaville, qui avait, dans l'affaire, c'est pas Sensourou, c'est plus quelle affaire, qui a pris une décision qui me paraissait très, très saine. Mais non seulement ce monsieur est décédé maintenant, mais également, le lendemain, je crois qu'il voulait partir à Pointe-Noire, on l'a fait descendre l'avion. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une sorte les gens ne sont pas libres vraiment dans l'exercice de leur profession. Mais le troisième élément, c'est le fait que beaucoup de ces magistrats, quand j'entends parfois celui qui est le procureur là-bas, celui qui dit c'est dans mon parquet que j'ai décidé, c'est pas quoi là, mais c'est un garçon qui a été promu par Sassou. Mais maître, de tout ce que vous êtes en train de dire là, par exemple, ces magistrats qui, par peur, sont obligés de laisser faire un certain nombre de choses, n'est-ce pas qu'ils seront eux aussi traduits en justice comme étant des complices? Oui, bien entendu. Bien entendu. Et d'ailleurs, il y a même plus que cela encore. Il y a un deuxième livre que j'ai écrit en dehors du génocide de Lari, qui a été connu, hein, qui est très connu, qui a fait aussi la belle affaire de l'Harmattan. Mais il y a, d'ailleurs, l'Harmattan qui a été très, très présent dans ce combat. Il y a aussi un autre livre que j'ai écrit, l'or et le sang du génocide au Congo. Et à l'intérieur, j'ai dit que des gens comme celui qui est devenu le Premier ministre, qui s'était donné la plume pour faire l'apologie de Sassou. Vous parlez de M. Anatole Colinet-Makosso, c'est ça? Oui, Colinet, oui, tout à fait. Mais tout ça, c'est des apologètes du crime au Congo. C'est des gens qui vont être appelés devant la cour. Il ne faut pas jouer. Alors qu'eux, de leur côté, étaient en train de, je ne sais pas si cela aboutit, ils étaient en train plutôt de chercher à vous traduire en justice par rapport à votre livre sur le génocide. Oui. Je suis devenu un homme... Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? C'est la plaisanterie. C'est la plaisanterie. D'abord, judiciairement, ça ne peut pas tenir parce que, d'ailleurs, ils ont tenté. Ils ont tenté dans les bruits, puisqu'ils avaient créé une commission juridique là-bas. Ils ont même consulté ici, on leur a dit, mais Kunku a émis une opinion. Qu'est-ce que vous allez attaquer? Il n'y a rien. Alors, Maître, on va terminer par l'article 157. Et curieusement, le projet de loi portant à révision de la Constitution congolaise, notamment l'article 157, a été adopté à l'unanimité par les deux chambres du Parlement congolais le 7 janvier dernier. Quel commentaire faites-vous? Vous voyez, quand je vous disais le comportement des magistrats, si les magistrats ne peuvent pas avoir un comportement qui soit vraiment de responsabilité de la justice, les politiques, là aussi, nous ont donné la preuve qu'ils n'ont pas le courage de dire non. Et quand je vous parlais de ce jeune Lissouba, moi, j'aurais entendu qu'il ait voté non. Après avoir fait une sorte de, vous voyez, ce qu'on lui avait demandé de lire, il n'a pas voté non. Comme il n'a pas voté non. Donc, ça montre que nous sommes dans un pays où vraiment la dictature a touché, je dirais, jusqu'aux os les gens. Donc, c'est très grave. C'est-à-dire que la nation n'existe pas. La République n'existe pas. Les pouvoirs, un président n'est pas un demi-dieu dans un pays. Il fait partie de l'exécutif. Et le côté, tout ce qui est législatif, c'est eux qui doivent contrôler l'action du gouvernement, au moins contrôler. Mais ça n'a jamais existé. Et par ailleurs, si vous me permettez, en fait, il y a aussi là
une erreur de lecture que l'on se fait. Le Congo, c'est un pays où les opinions se forgent pratiquement, je dirais, on dicte les opinions. L'article 157 est un article qui touche l'état de siège. Est-ce que le Congo est en état de siège? Vous savez ce que signifie l'état de siège? C'est plus qu'un état de guerre, vous voyez? Qu'est-ce qui a fait que le Congo soit déjà en état de siège? Et qu'est-ce qui fait qu'il a besoin que cet état de siège soit prolongé pendant 6 mois? En réalité, vous savez quoi? Ça soit peur de mourir. Sassou sent qu'il est et qu'il va être attaqué. Il a le sentiment qu'il ne dépassera pas Mars. Et moi, je souhaite que justement, que cette misère s'arrête. Le Congo a trop souffert. Le Congo mérite un peu de respiration. Et je dirais, Sassou, il est temps aujourd'hui de prendre des décisions. Donc, cet article qu'on a fait passer en disant, mais il a fait cet article pour que son fils passe, ça n'a rien à voir. C'est un article qui touche l'extrême sécurité du pays. Pourquoi on n'a pas modifié l'article qui dit que les parents de la personne qui doit accéder au pouvoir doivent être congolais, d'origine congolaise, ainsi de suite. Tout ça, ça n'a pas été modifié. Donc, ce qui montre que ça n'a rien à voir. Vous voyez, on diffuse une rumeur pendant qu'on est en train de préparer autre chose. C'est-à-dire qu'actuellement, il n'y a même plus de commandant-chef, je ne sais pas comment on appelle cela. Le chef de l'état-major. Il n'y a plus de chef d'état-major. Chef d'état-major, oui. Voilà, le général. Donc, c'est lui qui est aussi, comme avant d'ailleurs, il est président, il est ministre de la justice, pardon, des armées, il est ministre, il est chef d'état-major. Donc, ça signifie qu'il se prémunit pour mettre le Congo, s'il le faut, à feu et à sang s'il est menacé. Et c'est donc plus grave que le fait de chercher à se faire remplacer par son fils. Et les Congolais dorment. Ils doivent se réveiller. Est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite pour, bien entendu, l'intérêt de nos téléspectateurs? Vous dites qu'il se prépare à mettre le Congo à feu, à sang, le cas échéant, c'est-à-dire en faisant quoi et pourquoi d'ailleurs? Qui l'a dérangé pour qu'on en arrive là? Mais justement, c'est la question. Qui l'a dérangé pour qu'il ait un état de siège déjà? Et comment les gens ont accepté qu'il y ait un état de siège? Il y a une armée qui a envahi le Congo? Mais pas à ma connaissance. Hein. C'est lui qui fait rentrer des Rwandais, qui fait rentrer ainsi de suite, vous voyez, pour réduire le Congo à l'état d'esclave, d'un état esclave. Actuellement, Sassou a envoyé, ça vous le savez, vous voyez, autour de ces fameux article 157, il a envoyé des soldats jusqu'aux points les plus reculés du Congo. Et plus particulièrement dans toute la région sud, malheureusement. Et peut-être aussi la région, là où il a eu le fameux Ikonongo, ainsi de suite, vous voyez. Parce qu'au nord, on commence à se poser beaucoup de questions sérieuses par rapport à Sassou. À Ouando, donc. À Ouando. Donc, on a envoyé des militaires. Mais pourquoi les envoyer là-bas? C'est une manière de les préparer. Sassou, le danger, c'est pourquoi je parlais de l'inquiétude qu'a eu Hollande. Sassou sait que on ne le veut plus. Sassou sait que dans les temps qui vont venir, il va être attaqué. Parce que pourquoi il n'a pas prolongé de 2 ans, 10 ans, 15 ans? Mais il sait que c'est là, ça se prépare. Donc, ce qu'il faut craindre est plus grave que ce qu'on a diffusé. Ce qu'il faut craindre, c'est qu'il fasse larguer même des bombes. C'est un peu ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée, vous la connaissez, vous voyez? Après moi le déluge. Et donc, la thèse qui consiste à dire qu'il veut une succession, en fait, il veut se faire succéder par son fils, ce n'est pas du tout plausible, c'est cela? Pour moi, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que les garanties qu'il voulait avoir, il ne les a pas eues. Les garanties, c'est-à-dire? Mais ils ont fait beaucoup de voyages. Ils ont fait voyager aussi en direction de la France le président Kagame, vous voyez. J'ai même dénoncé dans une interview cette initiative, cette immixtion de Kagame dans les affaires congolaises, comme il a fait dans... Et finalement, maître, c'était vrai que Kagame s'est rendu en France pour le Congo, c'est cela? Il avait été mandaté par le Congo? Mandaté, vous savez, ils se rendent des services. Hein. Ils se rendent des services. Les salauds savent se retrouver. Hein. Donc
Il n'a pas eu gain de cause. Donc, ça, c'est des fausses rumeurs qui me donnent, parce que Sassou, vous voyez bien, chaque fois qu'il fait quelque chose, il vient toujours en France pour recevoir le quitus. Chaque fois, même la fameuse autorisation de Hollande, ce n'est qu'après qu'Hollande ait dit ce qu'il a dit, qu'il y a eu la guerre au Congo, qu'il y a eu ceci, vous voyez, toutes ces choses-là. Donc, il n'a pas l'autorisation de mettre Kiki à la place. Par contre, il a peur de mourir. C'est en ça qu'il est dangereux. C'est en ça que le pays est en danger. Et c'est en ça que même les zones du pays qui se croyaient en sécurité sont vraiment en danger. Et c'est pour cela que j'appelle les Congolais, y compris même ce chef d'état-major général qui a dénoncé les actes. Eh bien, faites le pas, regroupons-nous, demandons à Sassou ou de venir vers le peuple, de se faire juger par le peuple, le temps est là, le temps est encore là, ou organisons-nous pour le mettre dehors, d'une manière ou d'une autre. Mais le plus vite est le mieux. Sinon, le pays est en danger. Le pays est en danger. Les nôtres seront en danger. Ils y sont déjà par la faim. Ils ne mangent pas leur faim. C'est des gens, il y a même des gens, avant-hier, on me disait, ah ben vous savez, ici, nous, on n'a plus que Dieu. Sinon, les gens, les morts, on ne les compte pas. On ne compte même plus la mort. Est-ce que c'est normal quand un peuple s'exprime comme ça? C'est-à-dire, dans chaque famille, dans la mienne, aujourd'hui, je viens d'apprendre que j'ai perdu 3 parents. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas une vie, ça. Maître, donc, on est à la fin de notre émission aujourd'hui, mais parce que c'est une série d'émissions qui a été programmée. La toute prochaine portera sur vos livres. Je crois qu'on a encore juste quelques secondes pour clôturer. Probablement que vous avez quelque chose de particulier, un message ou un mot de la fin. Moi, je dirais aux Congolais et aux Congolaises, quand la nation est en danger, le réflexe est de venir en protection de la patrie. D'un côté, réunissons-nous pour que nous devenions forts, parce que nous sommes un État riche, un État puissant, c'est ce que me disait Senghor, mais aussi un État où on n'est plus nombreux. Donc, plus que jamais, réunissons-nous et méfions-nous des gens qui ont toujours porté des doubles casquettes, casquette le jour et casquette la nuit, qui sont en train surtout de se lever en disant, il y en a même qui s'appellent maintenant les Ngo de Kindamba, mais tout ça c'est la bêtise, pardonnez-moi l'expression. Quand le pays est en danger, les mêmes gens ont vendu des armes à Sassou, les mêmes gens ont vendu des armes à Lissouba. Donc, ce n'est plus sur ces gens-là qu'il faut compter. Il faut compter sur des hommes et des femmes qui ont envie vraiment de bâtir le Congo. Nous avons droit à cela. La deuxième chose, j'ai envie de dire, même ceux qui ont volé l'argent du Congo, il est temps de rendre cet argent au Congo pour que le Congo se défende. Et je veux rassembler tous ces Congolais. Parce que vraiment, quand il y a un grand destin, j'ai envie de dire, il faut parfois des grands hommes et des grandes femmes. Et vous qui portez les informations, vous êtes des grands hommes et des grandes femmes. Vous qui prenez des risques, vous l'êtes. Ne vous déconsidérez pas. Le temps où la nation a besoin d'être protégée est arrivé. C'est le temps où on a besoin des hommes et des femmes courageux. Gandhi disait, quand le combat arrive, le vrai combat, eh bien, les peureux doivent sortir. J'avais dit même à ma propre famille que nous entrons dans ce qu'on appelle un combat de titans. Et le temps du combat de titans est là. Et Sassou, je te dis, le peuple peut encore te pardonner. Mais arrête. Le peuple peut encore te pardonner, mais
arrête et on a dit lorsque le temps du combat arrive, les peureux doivent sortir. Et donc, c'est le message que probablement nos téléspectateurs, sinon les Congolais qui nous suivent, ont dû recevoir et capituler. C'est aux Congolais de prendre leurs responsabilités. Les temps sont très, très sensibles. J'allais dire que le Congo est en danger. C'est ce que j'ai semblé comprendre. Et c'est ce que moi, je retiens. Merci, Maître Dominique Nkunku, d'avoir encore été avec nous, en tout cas, mais surtout d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Et comme je l'ai dit, nous reviendrons encore vers vous pour d'autres questions et d'autres thématiques, bien sûr, à développer pour l'intérêt toujours de nos téléspectateurs. À vous, chers internautes, merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir choisi TLR TV. Alors, n'oubliez pas donc de liker, n'oubliez pas de partager, mais n'oubliez pas non plus de vous abonner pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bien entendu, sur TLR TV. On se dit donc à très bientôt. Mais d'ici là, portez-vous bien. Merci.